Bonjour Francky, Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Quelle joie. je suis trop heureuse. Je suis trop contente. Eh bien tant mieux, moi aussi. Je vais te laisser te présenter s'il te plaît, me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille s'il te plaît. Je m'appelle Francky Valac, j'ai 30 ans. Mon amoureux s'appelle Raph, ma fille s'appelle Frida, elle a 5 mois. Je viens de Paris Ouais, et qu'est-ce que tu fais dans la vie et Francky? je suis comédienne et réalisatrice. Tu l'as rencontré où Raph? Quand j'avais 9 ans, Non. ouais, on a un baby couple. Non, on s'est pas mis ensemble quand j'avais 9 ans, mais Ah je ouais, l'ai tu me rassures. rencontré. Ah bah Ça a on été est en mon- couple depuis le CP. Non, nous on a fait une pause heureusement. On s'est rencontrés quand on avait 9 ans. C'était mon premier smack. Mais donc à l'école? Non, nos parents avaient une maison de campagne dans un espèce de Desperate Housewives à 1 heure de Paris. Donc, D'accord, on un allait là-bas. lotissement. Voilà, un endroit où on se retrouvait les Oui. week-ends. Et vous faisiez du vélo dans les allées? Exactement, Ah bah bien sûr, je vois très bien. exactement. Ok. Nos souvenirs d'enfance, ils étaient ensemble. Et ensuite, adolescence très différente, lui et moi. Mhm. Donc, on s'est éloignés. On est restés un peu copains de loin. On a eu nos histoires d'amour chacun respectives. On a eu le temps de connaître Ouais. l'amour ailleurs, heureusement. Et on s'est retrouvés quand même jeunes. Moi, j'avais 21 ans et lui, 23. Oh là là, Et là, on a fêté nos 10 ans il y a une semaine. incroyable. Avec plein de ruptures, avec plein de hauts, plein de bas, bien sûr. Oui, bah sinon c'est pas drôle. Non, sinon, c'est pas drôle. Et alors toi, il y a 30 ans, tu es arrivé dans quelle famille, Francky? Dans une famille très aimante. Parce que, pardon, je précise quand même que, et c'est assez rare de pouvoir le dire, je t'ai connue grâce à ta grand-mère. Et ça, il n'y a pas beaucoup de femmes à qui je peux dire ça. J'adore qu'on me dise ça. Bah Je l'ai oui, mise, ça a été ma muse et maintenant c'est grâce à elle genre je suis identifiée à elle, c'est magnifique. mais oui, Ouais. c'est ta muse. Ouais, c'est ma muse. Raconte-moi justement cette famille dont elle est, en tout cas, la baronne. figure iconique, ouais, la patronne. En fait, mes sœurs ont été beaucoup plus proches de ma grand-mère. Elles ont vraiment passé leurs vacances, leur été avec ma grand-mère à dormir chez elle. Moi, pas du tout. T'as combien de sœurs? J'ai 2 grandes sœurs, mais on a beaucoup d'années d'écart, 7 ans et 11 ans. D'accord. Donc, j'ai été élevée bien évidemment avec elles, mais très différemment. Enfin, Bien mes parents sûr. étaient différents quand ils m'ont eu que quand ils les ont eus. Et donc, moi, ma relation avec ma grand-mère, elle s'est fait plus tardivement. Mhm. Et elle a été déportée oui, dans c'est les ça. camps d'Auschwitz. Elle a toujours parlé de ça. Il n'y a jamais eu de tabou dans notre famille à ce sujet. Au contraire. Et un jour, donc je suis comédienne depuis que je suis toute petite. Et puis à un moment, j'ai arrêté et j'ai repris quand j'ai eu 25 ans. J'ai joué au théâtre. J'ai passé un casting. La joie des castings, un casting qui m'a tenue en haleine pendant 2 mois, 3 mois, Mhm. pour qu'au final, je ne sois pas prise. Et cette frustration m'a menée à réaliser un premier film. Et ce premier film, je ne savais pas quoi faire. On m'avait dit, raconte ce qu'il y a de plus personnel. J'avais déjà fait un court-métrage avec ma grand-mère. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un long-métrage avec ma grand-mère et la mettre en scène. Mhm. Et du coup, son vieil âge a accéléré la chose parce que c'était un peu mon bouclier. Je disais à tout le monde, elle a 94 ans, elle va mourir. On n'a pas le temps de Ouais, financer, c'est il ça. faut le faire maintenant. Et du coup, le film a existé comme ça. Et ça a renforcé un lien de dingue avec ma grand-mère parce qu'après, il y a eu J'imagine. plein de choses. Il y a eu la promo, il y a eu la sortie du film. Elle a écrit un livre et ainsi de suite. Parce que ta grand-mère est toujours parmi nous. Ouais, on a fêté ses 100 ans. Waouh. Assez Donc étonnant. vous êtes combien? Vous êtes 3 sœurs? 3 sœurs. Pas de frères? Non, que des filles. Que des filles. Que des filles. Et alors c'était comment de grandir avec ces 2 grandes sœurs, votre mère, votre grand-mère? Qu'est-ce que tu te racontais toi pour ta vie future quand tu serais grande? T'avais envie toi d'être maman? T'avais envie de faire des enfants? J'avais très envie d'être maman petite. Ouais. Vraiment, je sais que, je me disais, je vais rencontrer un amoureux jeune et je vais avoir des enfants jeunes. Et Ah je bah m'en- ça c'était réussi. Puisque Bah, mais non, plus. Oui, mais T'en étais pas jeune, consci- oui. t'étais peut-être pas consciente. Mais j'en étais pas consciente. Et 2, finalement, j'ai pas fait. On a pris vachement notre temps Hmm. avec mon amoureux. Et alors, quand tu retrouves Raph à 20 ans, Oui. est-ce que, je sais pas, est-ce que tu te dis, on se retrouve, c'est trop bien, c'est avec lui que je vais Ah faire non, ma je me life dis ou pas du tout? Pas du tout que je me dis. Je me rappelle avoir dit à mes copines, j'ai retrouvé. C'était vraiment notre nom. C'était Raffi Cohen. Enfin, c'était vraiment Ah ouais. toute notre vie. Tu sais, Raffi Cohen en un seul mot, quoi. Ouais, presque. c'était vraiment Raffi Cohen. On parlait que de lui. Pourquoi? Parce que c'était le gars charismatique Non, parce du que je les lotissement. avais tannés. Je parlais oui. que de lui. C'était une obsession. Donc, quand à 21 ans, mes copines que je connaissais depuis toujours, je leur ai dit, les filles, j'ai passé une soirée avec Raffi Cohen. Je crois que je l'aime. Elles sont en mode, ah non, mais là, c'est parce que t'es déprimée, que t'as personne et que t'es en train de tu repars dans tes vieux travers. Enfin, ça y est.
Tu nous parles de lui depuis que tu as 9 ans. Et je disais, mais non. Et en fait, on s'est redécouvert complètement aussi. C'était une autre personne. J'étais une autre personne. Et on a mis du temps parce qu'on avait trop peur de rompre l'amitié. Et ouais. Et en même temps, ça, je le donne en conseil à plein de gens. En fait, si tu t'aimes vraiment, même en ami, si ça dérape, j'ose croire que tu as la force de dire, on a dérapé, on redevient amis, on se bat pour que cette amitié, elle reste. Oui. Donc, on s'est raccroché à se dire ça, en se jurant que si finalement on faisait une erreur, on pouvait repartir en arrière et redevenir amis sans que ce soit bizarre. C'est un peu le film, c'est quoi, Jeu d'enfant. Ouais, j'ai adoré ce film, mais c'est trop drôle. Avec Canet Cotillard. Quand j'étais petite. Non, mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et je vivais dans un film enfant. Je pense que j'étais pas assez assouvie de mon désir d'écriture et de jouer. Et toute ma vie était un film. Et justement, Raph, à 12 ans, pas du tout. Et je me rappelle, c'est drôle que tu me dises ça, lui avoir dit, viens, on regarde Jeu d'enfant, on va trop être dans ce film. Et vraiment, ça ne lui parlait pas. Enfin, j'étais une extraterrestre pour lui. Ça lui parlait pas. Non, pas du tout. Mais toi, en revanche, tu voyais toute la cinématographie de votre histoire. Totalement. Et en fait, maintenant, je l'ai complètement piqué à ça. Il me parle en réplique de livres. Et justement, dans Jeu d'enfant, il y a tout un truc où on les voit vieux et à chaque fois, on se raccroche à cette scène. Bon, donc toi, à la base, c'était pas des retrouvailles pour durer toute la vie, mais chemin faisant. Chemin faisant, et en fait, je trouve notre histoire, elle est trop belle, mais on s'est battu pour cette histoire. Nos hauts, ils sont magnifiques et je suis folle amoureuse de lui. Vraiment, on a fêté nos 10 ans. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que je suis avec lui. Ouais. Mais en revanche, on s'est battu. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Raph, on se disait pas. Je me rappelle quand je disais tu me manques, Raph est hyper à cheval sur les mots. Donc il me disait on peut pas utiliser ce mot tu me manques en guise d'au revoir. Quand on se manque, c'était vraiment qu'on n'était pas du tout alignés émotionnellement. Moi, j'avais des émotions qui débordaient et des mots que j'utilisais comme ça, ce qui va vraiment avec ma famille qui m'avait conditionné à cette espèce de trop d'amour constant. Et lui, il avait vraiment quelque chose de très posé, très ancré, très pudique. Et en fait, ça... Je sais pas, notre histoire, on s'est battu pour... elle a vachement changé. Aujourd'hui, on est très alignés. Je pense que moi, j'ai réduit les curseurs et lui a augmenté les siens de manière radicale. Et maintenant, on parle la même langue. Même l'envie d'enfant était pas du tout... moi, je pense qu'à la première heure où j'ai rencontré, je lui dis « Je t'aime, on fera des enfants ». Ouais. Là où lui... Et lui, pas du tout. Pas du tout. Et maintenant, on a notre team, on en fait 6. Tu vois, on a vraiment changé. Et alors justement, le sujet de l'enfant, il est arrivé plus sérieusement à quel moment dans votre vie ? Alors, j'ai ma meilleure amie qui, elle, a eu un enfant quand j'avais, je dirais, 26 ans. Donc là, j'ai commencé à en parler à Raph. Oui, donc 6 ans après qu'on se soit vous soyez remis ensemble. Ouais. Et en même temps, très longtemps avant que finalement on le fasse. Ouais. Et lui, à ce moment-là, me disait, t'es en délire, quoi, parce que ta pote en a eu un, mais on n'est pas du tout prêt dans rien. Il a toujours eu une obsession, Raph, d'être abouti personnellement pour une fois faire un enfant. Et donc, à 26 ans, lui, il me dit, tu rêves. Heureusement, parce qu'entre-temps, je crois qu'on a eu, encore 1 ou 2 ruptures à cause de mes tornades constantes de remise en question. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, il a vraiment raison. Il y a un truc, il faut qu'on s'ancre tous les deux, qu'on soit posés, il faut que ce soit stable. Et ensuite, quand j'ai eu 29 ans, à ce moment-là, j'avais pas mal tourné. J'avais tourné dans un film de Gondry. J'allais tourner un rôle principal. À ce moment-là, il me dit, viens, on fait un enfant. Enfin, j'en rêve. Bon, en tout cas, je suis prêt. Mais toi, dis-moi quand tu seras prête. Et j'ai commencé à en parler autour de moi dans mon métier. Ouais. Et justement, je cherchais dans ton podcast des comédiennes qui t'avaient reçues. Ouais. Parce que j'avais besoin d'entendre comment tu faisais en tant que comédienne pour faire un bébé. Est-ce que tu le caches? Est-ce que tu le caches pas? Est-ce que tu le dis? Enfin, ça a commencé à être une obsession à ce moment-là. Et c'était en effet un moment où ma carrière, elle était en train de monter à un endroit que j'avais longtemps attendu. Et donc, je me disais, mais est-ce que c'est le moment Et alors, justement, tu as trouvé quoi comme référence, comme modèle, comme inspiration? Est-ce qu'il y a des femmes comédiennes autour de toi qui t'ont inspirée? Tout le monde me parlait de Virginie Efira et Leila Bekti. Sauf que je leur disais, je ne suis pas au stade de Leila Bekti et Virginie Efira dans ma carrière. Donc, bien évidemment que des réalisateurs et des producteurs, ils les attendent, elles, quand elles sont enceintes pendant 9 mois parce qu'elles financent un film. Moi, non. C'est long. 9 mois. Et surtout, c'est long 9 mois. Et un film, quand tu sais que tu le tournes et qui met 1 an à sortir, c'est-à-dire que t'imagines que pendant 2 ans, t'es pas vu. Et c'est horrible, mais c'est un métier où il faut être vu. On oublie. Il y en a tellement qu'on t'oublie tellement vite. Donc, tous ces questionnements-là étaient très difficiles. Et j'ai eu à un moment
quelqu'un sur mon chemin, dans mon entourage, Ouais. dans ma carrière, qui m'a dit « Ne le fais pas, c'est pas le moment ». Ah ouais. Et ça, mais je me rappelle, j'étais en hésitation de est-ce que je passe le pas, est-ce que je passe Donc pas c'est le pas. quelqu'un à qui tu demandais conseil? C'était quelqu'un à qui j'étais intime dans le milieu et je lui ai dit bah là avec mon mec ça va trop bien, on va faire un bébé. Et elle m'a dit non, surtout pas, ne le fais pas. Ah ouais, c'est très autoritaire. Et ça c'est très autoritaire, c'est très dur, c'est quelqu'un en qui j'avais confiance, donc c'est hyper dur d'entendre ça. Après cette personne s'est certes excusée en me disant non mais désolé blablabla, mais je te le déconseille, c'est pas le moment dans ta carrière. Et du Alors coup, c'était quoi ses arguments? il y a plein de propositions qui arrivent, tu vas devoir refuser ces propositions. Je lui disais, ben non, parce que je cacherais à ces personnes-là que je suis enceinte et je tournerais comme Leila Bekti Ouais. et je cacherais mon ventre. Et on me disait, ben non, parce que pour des histoires d'assurance, on peut pas prendre le risque. On m'a trouvé plein d'arguments comme ça, comme quoi il ne fallait donc pas le faire et que c'était pas le moment. Et donc moi, je rentrais à la maison avec un amoureux très patient et je lui répétais bêtement, c'est pas le moment. Et il me disait, ok, c'est pas grave, on attendra. C'était à contre-cœur, mais en même temps, je me disais, mais je suis pas pressée, et puis je peux attendre 1 an ou 2. Et puis ensuite, je suis rentrée dans une espèce d'obsession de je vais avoir un timing. Donc là, à ce moment-là, je commençais un tournage. Donc on avait arrêté de se protéger. Et c'est vrai qu'une semaine après ou 2 semaines après, tombe ce rôle. Un rôle principal où c'est impossible d'être enceinte, parce que dans le film, je fais un déni de grossesse. Enfin, donc du coup, oui, d'accord. c'est impossible. Et je me disais, ah bah oui, bah donc en fait, cette personne avait raison. Heureusement que je suis pas tombée enceinte, parce que la preuve, j'ai ce tournage. Et à la fin de ce tournage, moi, millimétré, je dis, OK, bah alors là, comme ce tournage va sortir, ce film sortira dans 1 an, j'ai un petit créneau là de 9 mois pour tomber enceinte. Donc là, rebelote, je dis à mon mec tous les 2 jours, je dis, on arrête de se protéger, on se protège. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et là, pareil, je me retrouve en finale un rôle principal pour une série. Je dis, ah, on réarrête. Stop, arrête. On arrête. Et en fait, je ne sais pas quelle patience il a eu. À un moment, il m'a fait une blague très gentille en me disant, je vais aller faire un bébé avec la voisine et je reviens parce que toi, tu as un créneau de 10 minutes pour en faire un. J'étais obsédée. Et à chaque fois, j'ai l'impression que dès que j'ai eu l'échec a fait que d'un rôle avait permis que je réalise mon film. Et là, cette série-là que je n'ai pas eue et que j'avais attendu depuis 4 mois avec je ne sais pas combien de tours, c'est fou quand même la vie. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand le réal m'a dit que c'était pas moi. Et le lendemain, je tombe enceinte. Ah oui, c'est beau. C'est dingue. Parce que tout cette petite projection de timing et de calendrier, débile. C'était quand même en admettant, en imaginant que tu allais tomber enceinte comme ça. J'oublie un détail très, 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 très important. Excuse-moi. Entre le tournage, le rôle principal et ce fameux casting, il se passe 4 mois. Moi, je pensais en effet qu'on tombait enceinte comme ça. Je ne tombe pas enceinte. Bon, c'est pas beaucoup finalement, 4 mois. Je sais que c'est rien. Mais je suis rentrée, je pense qu'aussi, il y a un truc dans mon corps qui s'est bloqué. J'avais plus mes règles. Ah, t'avais plus tes règles, mais t'étais pas enceinte. Et j'étais pas enceinte, donc du coup, j'étais en obsession où je refaisais des tests. J'étais dans une période, mais tu sais, un peu stressante. Je voulais rentrer dans un moule, c'était horrible. Et d'ultra-contrôle sur à la fois ton corps et ta carrière. Ouais. Donc là, ça faisait beaucoup. Ouais, et je sais que d'ailleurs, à chaque fois que j'avais un rapport, je me disais, ah bah là, tant mieux, ça va être le bon moment. Et puis, tu sais, tout était calculé. En fait, c'est impossible. Le corps, il lâche pas. Et je trouve que d'ailleurs, la grossesse et la maternité m'a appris ce que je ne connaissais pas, qui est le lâcher-prise. Parce que pendant toute cette période-là, j'étais en ultra-contrôle et rien ne marchait. D'ailleurs, je pense que ce nom, finalement, a lâché un truc dans mon corps. C'est quoi, tant ça a pis ce métier. déverrouillé tout ce qui... toute la tension qui te tenait depuis ces longs mois d'attente. Parce que c'est vrai qu'un casting qui dure des mois et des mois, où tu es en attente devant ton téléphone, là, que ça sonne, c'est horrible. Non, mais c'est quand même un concept, hein, ça. Faut être bien accroché. Faut être vraiment bien accroché. Moi, je sais que j'ai pas ces épaules-là. Je réalise pour moi être maître de mon désir et décider. Pour pouvoir basculer d'un univers à l'autre. Et de me dire, en fait, si je veux faire ce projet, je vais me battre pour qu'il existe, mais j'ai les cartouches. Comédienne, tu peux rien faire. Tu peux pas dire à quelqu'un, fais-moi confiance, embauche-moi. Ça n'existe pas. Donc finalement, comme souvent dans la vie, cet échec de casting, c'était un mal pour un bien. Ouais. Moi, j'adore ces moments de vie où tu te dis « Ah, c'est horrible ! Ah, mais en fait, ça me permet de faire ça. » Rétrospectivement, c'est quand même assez génial. Et tu dis que la vie est bien faite. Souvent, c'est ça. C'est souvent, la vie est bien faite. Et pour plein de raisons, tu sais pourquoi il fallait pas même que tu aies ce rôle ou que cette chose se passe. Bon, là, c'est dans un rôle, mais dans tout, je trouve que... Souvent, la vie t'explique pourquoi il fallait pas. c'est le karma. Ouais.
Et donc toi, ton karma, c'était de tomber enceinte le lendemain de cette réponse négative de ce rôle que tu attendais depuis des mois. Comment tu t'en es rendu compte finalement? Parce que toi qui n'avais pas tes règles depuis des Ah, mois, c'était hilarant. comment finalement, là, tu t'es dit, ah, peut-être que... Alors que donc j'étais, comme vous pouvez le constater, contrôle fric à souhait, je n'ai aucun symptôme. Enfin, on part en Grèce en vacances avec mon mec. Je n'ai aucun symptôme. On rentre. Il est en train de travailler. Il est dans un call hyper important. J'oublie les clés de l'appart. Il m'envoie un message en mode je suis dans un call, je pourrais pas t'ouvrir. Je lui t'inquiète, je vais me balader 5 minutes. Je me dis, je vais aller acheter des tests de grossesse parce que le lendemain, j'ai rendez-vous chez un gynéco qui est spécialisé en infertilité. Du coup, je m'étais dit que j'avais un problème de fertilité. Et je me dis, il va me poser 1000 questions. Je vais devoir encore lui expliquer que là, j'ai pas mes règles depuis 2 mois. Je vais faire un test, comme ça, au moins, déjà, je pourrais lui dire que je suis pas enceinte. Donc, je vais faire ce test que je pose sur la table, que je n'oublie pas. C'est complètement faux. J'en ai entendu plein qui disaient on oublie. Moi, je n'oubliais pas. Non, ça, je sais pas comment on peut oublier. On n'oublie pas. Il est posé sur la table. Voilà. Tu guettes. Et je suis tombée sur un test que je n'arrivais pas à lire. Je ne comprenais pas le résultat. Je sais que ça paraît absurde. Et en fait, c'est parce que c'était le tout début. Je l'ai compris après. Et donc c'était des lignes. La ligne était très fine. Ouais. Donc, je ressors. Je vais chez le pharmacien. Et je lui dis, qu'est-ce que vous lisez ? Et il devient blême. Et il me dit, vous êtes enceinte, madame. Et là, je lui dis, mais non, il voyait bien. Moi, très calme, j'y voyais bien. Et en fait, dans ma tête, je me persuadais. Et ça a été ça jusqu'à la naissance de ma fille. J'étais dans une auto-persuasion que c'était pas vrai ce qui était en train de se passer. Je me disais, mais non, c'est pas ça, c'est pas possible. Faut pas, en fait, je me disais, faut pas que j'y croie, parce que si j'y crois et que c'est pas ça, je vais être déçue. Et tout mon processus a été ça. À chaque étape, c'est de me dire, ne crois pas que c'est acquis. Tout peut se passer. Et donc, du coup, je rentre chez moi. Mon mec, il descend en pause, genre de 5 secondes, manger un truc dans le frigo et remonter. Et le call continue en haut. Je lui montre le test et je lui dis, tu lis quoi, toi ? Et là, il devient blême. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me fais ? Mais tu me l'annonces pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et il se barre. Là, et moi, mais j'y crois tellement pas. Je l'envoie à ma mère. J'y regarde, lol, info positive. Ma mère qui me croit, qui me dit, lol, pas de chance. Enfin, le lendemain, on se décide avec mon mec d'en racheter un, celui où il y a vraiment écrit enceinte, pas enceinte. Je vais aux toilettes en me disant, je fais le test. Et si c'est oui, je ne lui dis pas. Et je lui ferai une trop belle annonce. C'est oui, je vais écrire enceinte. Et là, toutes mes réactions dans ma vie n'ont jamais été là où je les attendais. C'est là, une espèce de panique. Et en même temps, j'ai envie de pleurer, mais j'ai pas envie de pleurer. Enfin, tu vois, je suis dans un espèce d'entre-deux. Et j'ai le réflexe de le cacher sous le t-shirt, ce qui n'a aucun sens. Et je vais me remettre dans le lit, comme ça, avec le test. Et donc là, mon mec, bien évidemment, me dit, t'as été aux toilettes ? T'as fait le test ? Et là, je dis, oui, c'est positif, voilà, faut que je te le dise, je suis enceinte. Et là, je me mets à espèce d'avoir une émotion de pleurs, de larmes, et lui est pétrifié. C'était la pire annonce. Nous, on se fait toujours des trop belles annonces, on vit dans un film. Il m'a demandé un mariage sur le Pont-Neuf, on n'est que dans un rêve constamment, de rêve de film. Là, c'est la pire annonce. Alors, je m'étais toujours dit que je ferais une annonce digne du plus beau scénario. Et je lui ai quand même refait une seconde annonce sur le Pont-Neuf le lendemain. Comment tu as démarré cette grossesse ? Toi, est-ce que tout de suite, tu savais qu'il fallait s'inscrire, toi qui es parisienne, pardon, est-ce que tu savais qu'il fallait s'inscrire assez rapidement dans une maternité ? Quelles étaient tes envies pour cette grossesse ? Tu avais pour toi-même une idée de ce que tu avais envie de vivre ? Les 3 premiers mois, rien n'était concret. Donc, j'arrivais même pas encore à me projeter sur quel accouchement, comment. Enfin, là, j'y étais pas les 3 premiers mois. J'avais quand même comme je voulais pas le dire. J'étais vraiment, même à mes sœurs, je suis restée très secrète. Ouais. Vraiment, mon refuge, c'était Bliss, parce que comme je n'en parlais pas et que mon mec n'avait pas les infos, j'écoutais Bliss. Je ne pouvais écouter à ce moment-là que les épisodes joyeux, parce que j'avais trop peur des autres. Et dès que il y en avait un que j'aimais, je faisais écouter à mon mec en disant, écoute ce passage, il faut vraiment que tu entendes ça. Et en fait, au bout d'un moment, ce que j'avais envie d'entendre, ce qui m'obsédait, c'était la fausse couche. C'était mon obsession. Et je sais qu'il y avait un épisode, ou alors c'était des courts épisodes, je sais qu'il y avait quelque chose... Oui, il y a un épisode en fait dans le programme Bliss Bump, donc qui est le programme d'accompagnement à la grossesse. Il y a un épisode dédié à la fausse couche, à l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, et au deuil périnatal. C'est un épisode qui existe en cas de... Voilà, et qu'on met à disposition, évidemment, à quiconque nous le demande, mais qui existe dans Bliss Bump. Donc, peut-être que tu penses à celui-là. C'était ça. Et c'était un peu ma Carole. En fait, je tournais un peu autour en me disant, j'ai envie d'y aller, j'ai peur, j'ai envie d'y aller, j'ai peur. À un moment, il fallait que je sache qu'est-ce que c'est qu'une fausse couche, qu'est-ce qui se passe. En fait, je m'étais dit, je ne pourrais jamais
survivre à ça. C'était mon obsession. T'as des copines qui avaient vécu ça Ouais. autour de toi? J'en avais 2 qui avaient vécu ça très récemment et Ok. une de mes sœurs qui avait Ah, vécu ok. ça. Mais c'est vrai que pour aucune, finalement, ça n'avait été un trauma. Ça me terrifiait. Je me disais, je ne pourrais pas, vu que je voyais en fait à quel point j'avais été obsessionnelle Hmm. avec l'idée de tomber enceinte, je me disais, ça va me rajouter une galère et une prise de tête à mon manque de lâcher prise. Tu as eu le réflexe de mettre un peu à distance cette grossesse et cet enfant qui débutait sa vie en toi, ou est-ce qu'au contraire, tu t'es connecté à lui immédiatement? Connectée immédiatement, je le parlais à la seconde. D'accord. Et je me disais dans ma tête, j'arrivais pas à parler verbal à l'oral, ça Ouais, j'ai jamais réussi. Mais j'essayais de me connecter en me disant, dis-moi, est-ce que tu veux rester? En même temps, si tu veux pas rester, je comprends. Et tu sais, j'avais un peu un truc, faut pas que je l'étouffe. Enfin, j'étais déjà dans des questionnements et en même temps, c'était très abstrait. T'avais ton ou ta gynéco J'ai été voir celui de mes sœurs. Ok. Et en fait, depuis toujours, il y a plein de choses que je fais différemment de mes sœurs. Et un jour, j'avais vu un espèce de chaman dans un Temazcal, c'est une hutte chaude de sudation, bref, au Mexique. C'est une expérience physique. Tu es dans une hutte donc très basse, tu peux pas te lever, Ouais. dans le noir. D'ailleurs, tu rentres à 4 pattes, non? Ouais. Donc une hutte Ouais. En pierre, en pierre. ou une matière première. C'était organique. Voilà. et un foyer au centre, non? Du feu. Du feu. Ah oui. D'où la sudation. Exactement. Et un chaman qui ne parle pas français, qui parle espagnol, qui parle d'ailleurs, je pense, aztèque. Donc toi, c'était au Mexique. Au Mexique. Donc tu rentres à 4 pattes. Avec tous mes copains. Avec tous tes potes. C'est un pote à nous, on se faisait des surprises. Chacun devait organiser une acti et un d'entre eux a organisé ça. Donc on est arrivé à je sais pas, on est 8 potes dans cette tente avec ce gars. Donc vous étiez que 8? Ouais. Parce que je crois qu'on peut être beaucoup plus nombreux. Là, on était 8 en rond. Donc en fait, tu te voyais pas d'ailleurs. De toute façon, il fait noir, mais au milieu, tu as le feu. Et en fait, chacun est autour. Donc tu es quand même dans ton intimité. Ouais. Je sais pas trop où est qui. Et il fait Je me rappelle que quand il a refermé la porte, c'est un noir que je n'ai jamais vu. C'est un noir où tu ne vois pas ton doigt devant tes yeux. Un noir utérin. Vraiment. Ouais. Mais t'as raison. Quel est le but de cette expérience? Je sais pas. Il nous avait pas prévenus. Ah oui, donc toi, tu y allais, mais sans du tout savoir ce qui allait se passer. Sans savoir du tout. Je me disais, on va vivre un moment mystique. Je pensais vivre une espèce de méditation. Ouais. Et alors, le chaman, il dit quoi? Il fait quoi? Ça dure combien de temps? Alors, nous, il nous l'a fait, je crois que c'était comme c'est une première fois, il nous l'a fait en étapes. Ouais. Donc, toutes les 5 minutes, je crois, il réouvrait la porte. Ah, ok. Et on passait chacun, on se décalait comme ça, et on se mettait devant la porte. Donc là, d'un coup, t'as l'air qui rentre, et il nous versait des seaux d'eau glacés sur nous. Donc en plus, t'as des réflexes hyper... Enfin, t'as beau être timide, tout ce que tu veux, t'as des réflexes très animaux. Et chacun réagissait différemment. J'avais des copains qui rentraient pas du tout dedans. C'était assez facile pour eux. Ils rigolaient. Il y en avait qui faisaient des blagues. Mon mec s'est mis à faire le loup-garou. Je me rappelle, j'avais été traumatisée de ce cri. Je t'en mais attends, c'est grave ça. Et un cri de loup, alors qu'il est... Enfin, encore une fois, comme je l'ai dit, ses émotions et sa pudeur ont changé avec les années. Mais à ce moment-là, on était dans une époque où il était extrêmement timide. Donc ce cri... de loup-garou qui est sorti de lui, je me rappelle, je me disais, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et moi, j'étais tétanisée. Normalement, je suis pas la peureuse de la bande, mais là, j'étais la galérienne de la bande. Je faisais un enfer au chaman. Je disais, je peux pas, faut que je sorte, je vais pas tenir, j'en peux plus. J'étais en lutte, mais vraiment en lutte. Et c'est lui qui m'a dit, mets-toi la tête le plus proche du sol, parce que c'est là où il fait le moins chaud. Et donc, je me suis retrouvée naturellement dans cette posture à 4 pattes. D'accord. Et le sol, je me rappelle, les mains au sol, ça m'aidait. Et cet homme, ce chaman, je ne sais même pas comment on a communiqué, mais je sais qu'il me disait, t'as plein d'angoisse et il faut que t'accouches de tes peurs. Et à ce moment-là, je ne peux pas vous expliquer, c'est mystique, mais j'ai eu une vision. Et je me suis dit, je sais que mon accouchement, ce sera ça, et de manière naturelle, en maîtrise de moi. J'ai besoin de me maîtriser, de mon corps, en fait, j'ai eu une révélation de me dire, j'accoucherai sans péridurale. Et quand je l'ai dit à mes sœurs, qui avaient accouché, et à ma mère, elles m'ont toutes rionné. Non, mais tu es folle. Allez, on en reparle dans la salle d'accouchement. Ok, donc toi, peu importe ce que te disaient tes sœurs et ta mère... C'était pas facile, quand même, d'avoir des... Tu verras, c'est c'est hyper dur. Vraiment, elles me prenaient pour une illuminée. Je voyais un peu le truc dans le regard de... Ma pauvre, si tu savais ce que c'était. Ouais.
Et alors donc, tu as décidé de te faire accompagner comment? Avec ce projet d'accouchement physiologique, est-ce que tu as mis en place du coup un suivi, d'accompagnement global avec une sage-femme ou Alors, j'ai été voir justement leur gynéco à elle, donc, ouais, qui était un gynéco qui accouche en clinique. ouais. Et quand je lui ai dit que j'accoucherais sans péridurale, il me disait ouais, ok, on verra, c'est pas facile à gérer. Il n'était pas à me pousser pour le faire. Tu sens qu'a priori, l'accouchement physio, Il n'est c'est pas à me pas pousser. trop son truc? Il ne me Ouais, poussera pas à le faire, il m'accompagnera pas dans ça. d'accord. Ah oui, carrément. Enfin, il acceptera bien sûr de m'accoucher, mais Ouais, je sentais que ça allait pas être mon binôme et qu'il OK. me fallait un binôme. Et donc, j'ai vu une autre gynéco qu'on m'avait conseillé, une femme, Mmh. en ville. Et en parallèle, j'ai fait un suivi à Port-Royal. D'accord, Donc, j'ai fait les deux. OK, Et à un moment, j'ai rencontré un sage-femme extraordinaire qui s'appelait Arnaud Billard, OK. qui est mon idole et que je conseille à toutes les femmes. Ah Qui génial! est vraiment une pépite, qui est devenue mon amie. Enfin, Ah j'avais ouais? hâte d'aller vraiment aux consultations avec Arnaud, tellement c'était un sketch. Il me faisait un spectacle constant. C'était une diva. Donc lui, déjà, ça a été un binôme très solide parce qu'il m'a pas du tout pris pour une illuminée. Oui, c'est ça, il t'a écouté. Ouais. Et en même temps, il m'a extrêmement mis en garde que c'était difficile, qu'il y avait des possibilités que je n'y arrive pas, qu'il fallait pas que je sois déçue. Il m'a donné toutes les clés en main les plus précieuses Mmh. pour que tout se passe au mieux. Et pourtant, je me rappelle que les séances, j'arrivais, je rigolais, et je ressortais à chaque fois, je lui disais, t'es déprimant, quoi. Il me sortait à chaque fois le pire portrait de tout ce qui pouvait se passer, le pire scénario, mais de manière joyeuse. Finalement, maintenant que j'en parle, un peu comme ma grand-mère. C'est vrai? Comment parler, des pires catastrophes, avec le sourire? Ouais, Pour, enfin voilà, dans l'unique, but que tu ne sois pas déçu oui, et que tu ne te projettes pas trop, et que tu ne mettes pas trop d'attentes. Parce qu'on sait à quel point, un accouchement, voilà, peut tu peux prendre rien des prévoir. scénarios tellement différents. C'était pour te protéger aussi, je Oui. pense, qu'il faisait ça. C'était pas pour te décourager. Non, pas du tout, parce qu'il y avait Mmh. un vrai encouragement de sa part. Et en même temps, j'adorais parce qu'il s'adaptait à moi. C'est qu'il me disait, OK, donc je vois le profil que t'es. Toi, t'es une nana qui a envie d'accoucher naturellement, mais il te faut de la structure. Donc je comprends que Port-Royal, ce soit un bon choix. Enfin, tu vois, il Mmh. s'adapte vraiment, je trouve, au projet de chaque femme. Et ce qui a été aussi très précieux, c'est donc que Raph soit venu avec moi Ouais. aux séances. Et Arnaud avait des moments où il s'adressait vraiment à Raph droit dans les yeux. Il s'adapte vraiment à la personne. Donc tout de suite, moi, il avait compris ma personnalité. On en rigolait. Il disait, donc je t'explique, Francky, quand elle va arriver et qu'elle va dire j'en peux plus, elle peut encore. Mais parce Ouais. qu'il s'adapte encore une fois Eh aux oui. personnes. Et le conseil le plus précieux qu'il m'ait donné, c'était quand t'es à 1, tu penses que à 2. Et quand t'es à 2, tu penseras que à l'ouverture à 3 et à Ouais. 4. Et c'est étape par étape. Et si de 1, t'as réussi à tenir jusqu'à 2, c'est déjà une victoire. Et Ouais. si à 2, tu tiens jusqu'à 3, c'est déjà fou. Ça a été son conseil le plus précieux. Mais globalement, ma grossesse, je dirais que les 3 premiers mois étaient très difficiles de ne pas pouvoir se projeter. Mmh. Mais ensuite, quand ma gynéco, qui ne voulait pas pendant les 3 premiers mois se prononcer, m'a dit, bah là, c'est pas mal, mais, elle te disait toujours un mais, on verra, mais on sait jamais, mais c'est la vie. Dans le sens où, la grossesse évolue bien, mais tout peut arriver? Ouais, on m'a toujours gardé cette mise en garde de... Oh là là, je trouve ça dur. toujours, ouais, à chaque fois, moi, j'avais envie qu'on crie victoire. Bah oui. Tu vois, Et- c'est marrant que tu dis ça. Enfin non, c'est pas marrant justement. Je trouve ça. Enfin, moi en tout cas, peut-être que ça correspond à certaines personnalités. Moi, j'avais une gynéco. Je parle pas souvent de moi, mais là, je suis obligée de le dire Mhm. parce que je trouve ça grave en fait de mettre ça dans la tête. Parce qu'on sait à quel point le cerveau peut jouer des tours et tout. Moi, ma gynéco, par exemple, le premier jour de ma première consultation de grossesse, elle avait le sourire jusque-là. Elle m'a dit, mais c'est génial, félicitations. La grande majorité des grossesses se passent extrêmement bien. Et c'est quand même ça qu'il faut dire aux femmes. Et enfin, moi, je trouve que c'est le rôle des gynécos de dire ça. Et pas de dire, oui, alors là, la grossesse évolue bien, mais Ah à ouais, tout mais parce moment, que- tout peut basculer. Je trouve ça dur. Enfin, bon. Je comprends ce que tu veux dire. Et en même temps, je pense que je lui posais aussi la question. Ouais. C'est que je lui disais toujours, mais peut-être quand oui, elle aurait peut-être pu me répondre, mais c'est vrai que souvent je lui disais, bon bah là tout se passe bien, mais donc j'étais toujours dans l'après. Donc par exemple, les 3 premiers mois, c'était bon bah là ça va, c'est que ça va tenir. Elle me disait, non, on attend les 3 premiers mois. Et puis au bout des 3 premiers mois, je lui disais, bon bah là c'est bon. Elle me dit, bah tu vas faire ton échographie avec cette Sophie Delahaye qui est la ponte, si tout se passe bien avec elle,
tout va bien. Sophie, elle, pour le coup, me disait, mais quel bébé merveilleux. Enfin, elle était très encourageante, très rassurante. Mais ma gynéco, je pense c'est Elle aussi temporisait. intéressant parce que dans son équipe, donc c'est elle qui m'a présenté Arnaud, c'est elle qui m'a présenté cette Sophie. Sophie et Arnaud sont hyper enthousiastes, hyper encadrants, et je pense que elle, c'est un peu la balance. Ah oui, d'accord. Elle le temporise. centre. Donc, au bout de 3 mois, quand même, toi, est-ce que tu arrives un petit peu à souffler? Alors, à 2 mois et demi, je pars à un mariage où je cache ma grossesse au fin fond de l'Albanie. Je m'éclate, je danse, je m'éclate, je me sens en forme en fait. Et mes parents viennent me voir pendant la soirée, ils me disent, calme-toi, tu sautes beaucoup. Et je leur dis, mais arrêtez, c'est une autre époque, il n'y a aucun problème, je suis en forme, etc. Je n'ai jamais su le pourquoi du comment. Mais à 6h du matin, je me lève pour aller faire pipi. Et là, du sang. Et là, mais genre la pire vision d'horreur du monde. Et en plus, c'est marrant, Raph m'a souvent dit, ma pire hantise un jour, c'est d'apprendre une mauvaise nouvelle, si je suis bourrée ou en l'air, dans une soirée. Il m'a toujours dit ça. Et donc, je rentre, mais en catastrophe, je peux même plus respirer de panique. Je dis, après, je fais une fausse couche. Moi, c'était ça. Je fais une fausse couche, et voilà. Et je suis coincée dans des shots avec pas beaucoup de sang, mais du sang. Et je trouve aussi que dans mon parcours de grossesse, moi, ça m'allait pas quand on me parlait de... Quand on me dit, faut pas que tu perdes de sang, si t'en parles un petit peu, c'est ok, mais beaucoup, c'est pas grave. Mais je sais, on n'a pas eu tout la même vision de un petit peu et de beaucoup. Et oui. Et ça, je trouve ça difficile. J'aurais aimé qu'on me dise, moins que ta main, c'est pas grave. Si ça coule... C'est sûr que c'est difficile de jauger ça quand c'est hyper dur. Quand on est aux chiottes avec sa culotte pleine de sang. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Juste, t'es en panique. Je suis en panique et mon mec est... Useless. Il a vraiment, je me rappelle quand je lui dis Raph, je fais une fausse couche, je me rappelle à ton avis, il avait un œil à droite, un œil à gauche, mais vraiment j'ai vu cette vision-là. Et il me disait, et lui était tellement, je pense que ça lui a fait comme un choc. Et il était en boucle, il disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et tu dis n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc lui, en fait, était dans un truc, j'ai vu que je l'avais terrifié. Et on était démunis, on est dimanche en Albanie, 9h du mat, mais tout le monde vient de se coucher. Donc je sais qu'en plus, personne sera, voilà. Et je me rappelle écrire à l'organisatrice du mariage albanaise et lui dire, je crois que je fais une fausse couche. Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille à l'hôpital. Et elle me répond, il vaut mieux que tu rentres à Paris pour l'hôpital. Donc je comprends qu'il n'y a même pas de structure encadrante autour de moi. Et je suis à 4 heures d'un aéroport en voiture, dans la montagne, et à 3 heures de vol. Horrible. Donc je me suis enfermée, pareil, c'est pas ma personnalité, je me suis enfermée dans la chambre. J'ai fait croire à tout le mariage que j'étais en gueule de bois de l'espace. Et je suis pas ressortie jusqu'à mon vol le lendemain. Et jusqu'à atterrir à Paris. Et on s'était dit, quand on atterrit, on va directement aux urgences. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai appelé le Port-Royal. Je leur ai raconté. Ils m'ont dit, écoute, j'avais écrit à ma gynéco, qui m'avait aussi répondu. Il m'avait dit les deux la même chose en me disant, si de toute façon c'est une fausse couche, tu peux rien faire, quoi. C'est que c'est arrivé. Et si c'en est pas une, tant mieux. Donc en fait, je me suis dit, je vais pas aller à l'hôpital, me galérer. Je sais pas comment. Mais t'avais arrêté de saigner. Ouais. Et donc finalement, c'était rien. Enfin, en tout cas, c'était pas ça. C'était peut-être un petit problème un petit hématome placentaire ou un truc comme ça. Mais du coup, j'ai annoncé à mes potes en leur disant, je voulais vous dire, je suis enceinte. En fait, non. Pire annonce. Et le battement du cœur, le premier fameux battement du cœur, on l'a entendu. Du coup, suite à ça. Donc à chaque fois, tu vois, je trouvais pas ça joyeux. Ouais, je comprends. Ces 3 premiers mois. Parce que du coup, t'as fait une écho dans la foulée. Ouais. Et ils nous ont dit, mais non, regardez, tout va bien. Et d'ailleurs, le battement du cœur, et là, on va pouvoir vous le faire entendre. Et je rappelle qu'on m'avait tellement dit ce moment-là sera sublime. Bon, nous, on était trop dans un moment, c'était trop suite à une angoisse, donc on était soulagés, mais c'était pas un moment de joie. Donc j'ai trouvé que les 3 premiers mois n'étaient pas joyeux. Puis ensuite, il y a eu cette première écho, tout allait bien, et le fait de l'annoncer aux gens, d'avoir ton ventre qui sort, de te pavaner ventre à l'air, j'ai adoré mon été dernier, avec mon ventre que je posais partout dans les espaces où j'allais. Et là, ça a été, je dirais, très joyeux, avec une fois, je sais pas, par semaine, des moments de doute. J'ai eu besoin de lire sur la grossesse, toujours de comprendre qu'est-ce que pouvaient être les aléas négatifs. Parce que pareil, on te dit, si tu sens pas ton bébé bouger, tu vas à l'hôpital. Mais qu'est-ce que c'est ne pas sentir? J'étais toujours dans une obsession des interprétations. Et finalement, tes lectures, tes écoutes, est-ce que ça nourrissait et ça calmait tes angoisses? Ouais, énormément. T'as compensé, c'était ton moyen, toi, de te remplir de savoir pour acquérir le pouvoir. Ouais, et finalement, c'était pas chez mes sœurs, tu vois. Ouais.
Oui, tu as fait le taf toute seule. Ouais. Est-ce que tu as réfléchi à un projet de naissance qui va souvent avec un accouchement physio? Est-ce que tu étais là-dedans, toi? Oui, mais Mmh. pareil, bizarrement, je pensais je pense que la grossesse me faisait déjà découvrir un petit peu le lâcher prise Ouais. et même si la valise a été prête très tôt et cetera, j'avais pas rédigé ce fameux projet de naissance. Mmh. Hem, Mais qu'est-ce que tu projetais, toi, dans cet accouchement? Donc un accouchement sans péridurale, dans le noir, dans le noir, je pense qu'il avec fallait un feu au milieu ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. et un Fallait chaman dans un coin. fallait que je retourne dans mon temazcal. Je pensais avoir besoin de mon mec, vraiment, physiquement, c'est-à-dire que je pensais que j'allais être lovée à lui, Oui. que nos corps Mmh. allaient être collés et que c'est ça qui Mmh. allait m'aider et de la musique. Et de la musique. Donc tu avais fait une playlist? J'avais fait une playlist, Ouais. on m'avait dit: «Tu verras, tes attentes ne seront pas enfin, tu peux avoir envie de musique qui ne sont pas du tout celles auxquelles tu Mmh. t'attendais». Donc j'avais vraiment fait une playlist électro, une playlist un peu chamaniste, Ouais. une playlist, classique. Ouais. En fait, rien de tout ça ne s'est passé, je vais vous raconter, mais Et alors, voilà. est-ce que justement, Raph, il était concerné par ce projet d'accouchement physio? Est-ce qu'il avait conscience qu'il allait devoir être ton pilier, ton référent? Il allait devoir être aussi ton canal de communication avec le personnel soignant? Alors à l'arrivée, oui. Mhm. Par contre, ce serait complètement de mentir que de dire qu'il l'a été, instinctivement. Arnaud, justement, a vachement participé à Le sage-femme? ouais, Ouais. le sage-femme, à lui fourrer dans le crâne, toutes ces informations-là, parce qu'au début, il posait les questions. C'est-à-dire que quand je lui ai dit: «Si j'accouche sans péridurale, tu vas jouer un grand rôle», il m'a dit: «Mais pourquoi, du coup, tu vas accoucher sans péridurale?» Enfin, c'était pas qu'il était contre, c'est juste qu'il avait besoin, il avait vachement besoin de comprendre. Il me disait: Ouais. «Mais pourquoi? Explique-moi». Donc je lisais des livres, je lui racontais, je disais: «Ah, voilà Mhm. pourquoi». Et donc quand je lui expliquais le pourquoi du comment, il me disait: «OK, je comprends». Je comprends. Et puis ensuite, il y a eu toute la phase de: «Est-ce que tu comprends ce que tu vas devoir faire?» Mhm. Et donc pareil, en fait, je lui donnais il venait pas à moi, je lui donnais les clés. C'est-à-dire que j'ai fait une valise dans laquelle il y avait tout ce dont il avait besoin, mais c'est vrai que je l'avais pas briefé avant. Mais finalement, le jour J, il a été, extraordinaire et Oui. tout ce qui avait été dans sa tête a germé le jour de Oui, c'est ça. l'accouchement. Tout s'est emboîté Ouais, et finalement, il avait ingurgité suffisamment d'infos. Mais déjà, s'il était venu à chacune de tes consultations avec le ouais. sage-femme, avec Arnaud, déjà, ça, c'est une bonne préparation. C'est vrai que c'est une bonne préparation, mais je pense qu'il là où il a été fort, c'est qu'il avait confiance en moi. Hmm. Et donc en fait, il me disait: «Je serai là, mais j'ai extrêmement confiance en toi». Et moi, je disais: «Mais j'ai besoin que tu sois là». Et lui me disait: «Oui, mais je serai là, enfin, tu En vois?» backup. Voilà, Mais toi, tu sais faire. ouais. Hmm. Et sur ça, je sais qu'il en tout cas, maintenant, je le comprends, je me rendais pas compte pendant. Mais Pendant, tu je as me constaté mais j'ai que ça t'a constaté. aidé. Ouais. Et alors, est-ce que vous aviez demandé le sexe de ce bébé? Oui, Oui. je pensais que c'était un garçon et quand elle nous a dit que c'était une fille, c'est marrant. J'ai vécu la joie de Raph et c'est cette joie-là qui m'a contaminée. C'est que je l'ai regardé lui et ça a été la première émotion de père que j'ai découvert de Raph. Ses yeux, ils se sont illuminés et il m'a regardé en me disant: «Waouh!» Et il était tellement heureux d'avoir une fille, je pense, en fait. Enfin, il voulait sa Hmm. fille. Hmm. Hem, mais tu vois, c'est sa joie qui m'a Ouais, contaminée ouais. plus que l'annonce de la fille. Et alors le jour J, Francky, raconte-moi, comment s'est passé cet accouchement? Est-ce que tu as été à terme déjà? Ouais, j'ai été Ouais. à terme toute la semaine d'avant. Pareil, je faisais tout Mmh. pour me déclencher. J'ai marché, mais des kilomètres dans tout Paris. J'ai fait du sport, j'ai tout fait. Et T'étais vraiment, en forme grande physiquement? forme. Et c'était Grande ça forme. aussi. C'est Ouais. que, comme je disais au tout début de la grossesse, je me disais, c'est impossible ce qui est en train de m'arriver. Et ben là, ce qui était impossible, c'est que je me disais, je suis trop en forme pour Ouais. accoucher. On me dit tellement qu'à la fin, tu es dans un état où t'en peux plus. Bah, ça dépend, hein. Et en fait, j'étais en forme. Et Ouais. finalement, je dirais peut-être les dernières 24 heures, ça y est, j'en pouvais plus parce que je savais que la date arrivait, je devais accoucher le 28, j'ai accouché le 28. Et en fait, j'ai appelé une doula. Et je lui ai laissé un message en lui disant: il faut que je vous appelle parce que j'avais tout fait, acupuncture, etc. Et je lui ai dit: ça marche pas. J'avais peur d'être déclenchée parce que si on me déclenchait, Et oui. dans ce Tu cas, je pouvais. savais que l'accouchement physio Ouais, allait peut-être être compromis. En tout ouais. cas, que les contractions seraient compliquées à encaisser, quoi. Et pareil, une amie à moi très proche a eu ça alors qu'elle devait accoucher dans son bain chez elle. Elle a fini en césarienne. Donc en fait, j'avais aussi cet exemple-là où je me disais, bah, je sais pas, je l'ai tellement voulu cet accouchement naturel Mmh. que je suis en train de tout bloquer et le fameux lâcher prise. Ils sont équipés comment à Port-Royal pour les accouchements physio? Ils ont une salle nature. Une seule? Ouais. Ah ouais. Avec une baignoire Ouais. et tous les accessoires? Une baignoire. Ah, juste une baignoire. Ouais. Ok. Sinon, c'est quoi?
Bah, je sais pas, ballon, sangle pour Peut-être, je les ai pas vus. se soutenir, tu vois, se pendre, non? Je sais Heu, pas. Je sais qu'il y avait une baignoire, le reste, je me rappelle de d'accord. rien d'autre. Hem Et Donc la cette doula, fameuse Habiba me laisse un message vocal que j'ai encore où elle me dit, heu: «Il faut que tu te mettes dans le noir, chez toi comme un animal, que tu allumes des bougies et que tu arrêtes de faire tout ce que tu fais. Il faut que tu te poses» et elle me parle de ce fameux lâcher prise. ouais. Elle me dit: «C'est le fameux lâcher prise de la mère. Lâche, Mmh. lâche et ça viendra» et donc je me rappelle que ce soir-là, on est rentrés, on a commandé épicé avec Raph, on a mis des bougies, on a tout éteint et on était juste chill Mmh. et ce soir-là, j'ai perdu le bouchon muqueux. Ouais. J'étais tellement excitée. Je lui ai dit, viens, on va à l'hôpital. Alors, je savais que ça ne servait à rien et que quand tu parles le bouchon muqueux, il ne faut pas y aller. Mais ça me faisait tellement une excitation. Je lui ai dit, on y va. Et on y allait. Et pour l'anecdote, j'étais tellement excitée que je suis tombée devant l'hôpital, mais tombée, mais une chute, Tu t'es mais rétamée. rétamée. Et je suis montée et ils étaient morts de rire. Ils me disaient, mais vous venez. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, j'avais les genoux en sang. Donc, ils disaient, vous venez pour vos genoux en sang ou parce qu'il se passe quelque chose avec votre grossesse. Et on était morts de rire Ah avec les ouais, ça sages-femmes bah, qui étaient là. heureusement que tu pas tombée sur le ventre. Ouais. En fait, je suis tombée quand même sur le ventre. Et elle me dit, bah, je vais vous garder la nuit. Parce que du coup, vous êtes tombée sur le ventre. Donc là, je dis, non, non, mais en vrai, ça va, c'est mes genoux qui ont pris. Parce que j'avais aucune envie. Enfin là, je me disais, c'est le scénario. Le lendemain matin, à 9h, j'avais rendez-vous à Port-Royal. Donc, Et je me oui, suis parce dit, que c'était le jour de ton terme. ouais. Ouais, ouais. Je me suis dit, non, mais je vais passer 24 heures qui précèdent mon accouchement ici. Donc je les ai suppliés en disant, tout va mieux, tout va mieux, tout va mieux. Le monito allait bien, tout allait bien. Donc ils m'ont laissé ressortir. Ce fameux lendemain, on est donc le jour du terme. Ma gynéco me dit, viens et je te ferai un décollement de membrane si ton col le permet. Au moment où elle m'ausculte, elle me dit, ah putain, je crois que t'es fermée. Ah, t'es peut-être ouverte à 1. Elle me fait ce décollement de membrane où j'ai pas du tout eu mal. Et elle me dit, suite à ça, tu peux perdre un peu de sang. C'est OK, si c'est beaucoup, tu vas aux urgences. Et en fait, il y avait un peu deux écoles parce que Port-Royal était contre le décollement de membrane. Mmh. Donc elle m'avait dit, bon, ça sert à rien de leur dire forcément que tu as fait un décollement de membrane parce qu'ils vont vont pas aimer. Ils vont pas aimer. Ouais. Donc on verra. Il se passe 2 heures et 2 heures après, je me rappelle, je suis dans la rue et encore une fois, je ne sais pas c'est quoi la quantité, mais moi qui n'ai à ce moment-là rien dans ma culotte pour protéger, mon pantalon est rempli de sang. Donc pour moi, c'est pas comme des règles. Ouais. C'est beaucoup. Mmh. Et là, mais scénario noir dans ma tête. Je me dis, Je suis en tout train de foiré. perdre mon bébé. Et Ouais. en fait, comme j'ai un truc dans la vie où parfois, quand je suis trop impatiente, je fais des bêtises, je me dis, bah voilà, j'ai été trop impatiente et voilà, j'ai fait Et j'ai n'importe été quoi. punie. Ouais. Et j'appelle mon mec en panique qui me dit, j'arrive et je me rappelle très bien. Il me rappelle en me disant, je suis à Beaubourg et moi, j'étais à Hôtel de Ville, donc la distance est minime. Et une montée d'angoisse, je vois un taxi passer et je lui dis, je peux pas t'attendre. Et je rentre dans le taxi et je fonce toute seule à Port-Royal. Et là, ils ont été extraordinaires d'enveloppement où ils m'ont dit, ils étaient tellement détendus quand je suis arrivée. Et donc, ils m'ont ausculté, ils m'ont dit tout allait bien. Ils m'ont demandé ce que j'avais fait. J'aurais dit un décollement de membrane. Honnêtement, ils m'ont sermonné et ça, je suis pas contente parce qu'ils m'ont dit, en gros, c'est pas bien, fallait pas le faire. Sauf qu'en fait, c'est fait. Et ils me disent, voilà, ce qui peut se passer, c'est que tu vas avoir des contractions qui ne sont pas des contractions de travail. Donc, tu vas avoir mal, mais ça va pas mener au travail. Et c'est pour ça qu'on est contre. Donc, j'étais un peu grondée par ma bêtise. Ça, j'ai pas apprécié. Et ils me font un monito. C'était tellement long, les monitos. Ça aussi, je l'avais pas entendu. C'était tellement long. Et je me rappelle que Raph, à ce moment-là, baille. Et je lui dis, ah, par contre, t'es gentil. Un accouchement, ça va être très long. Si là, t'es en train de te faire chier. Ça ne capte pas dans les chambres de Port-Royal. C'est un détail à savoir. Donc, je me disais, mais attends, si là, t'as pas de patience. J'étais nerveuse à ce moment-là. Et je commence à avoir mal. Et je dis à la nana du monito, attendez, mais regardez, là, j'ai vraiment mal. Elle rigole en me disant, t'as mal de 0 à 9, t'as mal à combien? Et je crois que je lui dis genre, 6 quand même. Elle me dit, oui, bon, t'as pas mal. Et elle me dit, bah rentre chez toi, t'es pas du tout en train d'accoucher, t'as juste perdu du sang et c'est tout. Et je me rappelle qu'il pleuvait sur là et qu'il y avait une projection d'un documentaire. Parce que c'est la date d'anniversaire de la libération des camps, la veille. Ok. C'était genre les 80 ans, un truc comme ça, donc date sacrée. Donc il y avait un documentaire avec ma grand-mère et il y avait une projection à 2 minutes de l'hôpital. Et donc je dis à Raph, bon bah, allons-y. Et c'est fou, en descendant vraiment de l'hôpital, je commence à avoir très mal. Et je dis, quand même, elles sont chiantes un peu ces contractions, on va rentrer à la maison, j'ai pas la force de voir du monde. Et là, il commande des sushis, et bizarre, moi je ne rate jamais un repas. Il me dit, tu veux quelque chose? Et je dis, oh, mal au cœur. Commande pour toi, je vais pas manger, ce qui n'arrive jamais. Et je commence à avoir vraiment mal. Et je fais tout ce que m'avait dit Arnaud, donc c'est prendre la douche, prendre 2 spasfons. Et là, mais tout est un fou rire, la douche se bloque.
il y a un problème d'évacuation, donc je ne peux plus prendre de douche. Et je dis, mais comment je vais faire? Enfin, c'est mon allié numéro 1, la douche, l'eau chaude. Bah ouais. Donc je ressors, ça passe pas, je peux pas reprendre de douche. Je reprends un space-fond, je sais plus combien de temps c'est après. Ça ne passe Ça pas. passe pas. Euh, Et tu commences à chronométrer là les contractions? non, parce que je ne crois pas que ça m'arrive. Je suis en boucle sur je ne crois pas que ça m'arrive, c'est pas possible, c'est pas maintenant. Et je rappelle Port-Royal. Ils me disaient, bah non, ils me resermonnent, bah fallait pas le faire, bah voilà. Donc si t'as mal, encore dans 2 heures, 3 heures, bah il va falloir que tu viennes et on te mettra sous morphine. Et ils me dressent le pire scénario. Et donc je me dis, bon, bah pas le choix, je vais méditer, enfin je vais me mettre dans ma bulle, donc je mets mon casque et je me médite. Et je commence à réaliser qu'aucune posture ne va. Et je commence à comprendre qu'en fait, c'est des vagues de contraction. Tu sens quand même une Que sorte ça de vient et ça part. régularité. Ouais. Ouais, Et c'est Raph qui me dit peut-être qu'il faudrait se chronométrer. On se chronomètre. bonne idée. Et on réalise que c'est toutes les 2 minutes 30. Enfin, un truc, mais Bah enfin. colossal. Et il me dit, mais Francky, en fait, là, t'es en train d'accoucher. Mais je n'y crois toujours pas. On prend un taxi, donc on part sans rien, sans valise, parce que je suis en boucle. Non, c'est pas l'accouchement. Ouais. C'est ça, les fameuses fausses contractions. Et j'arrive à Port-Royal. La sage-femme qui m'avait accueillie me voit. Et à la seconde, elle se décompose. Elle me dit, venez avec moi tout de suite. Vous avez plus la même tête, là. Et là, elle m'ausculte. Elle me dit, vous êtes ouverte à 3. Vous allez accoucher dans les 24 heures. Et là, je fais la fête de la douleur. C'est que je me dis, mais c'est trop bien, j'ai mal pour une raison, donc j'ai mal. Mais ça se transforme, j'ai mal parce que je vais accoucher. Bah oui, le travail a commencé cette phrase. Spontanément, quoi. Voilà, ça y est. Ouais. Et là, en fait, c'est très étrange, je rentre dans une bulle de je ne veux pas qu'on me touche. Donc en fait, Raph ne peut pas m'approcher ni même me parler. Le son d'une voix me crispe et m'irrisse les poils, j'ai besoin d'être hyper concentrée. Et on me demande de me faire un monito. Ça aussi, on ne m'avait pas prévenu qu'un monito, quand tu as des contractions au point d'accoucher, tu ne peux pas être allongé. C'est compliqué. Mais c'est impossible. Donc un animal en cage, c'était... Donc je me suis retrouvée à 4 pattes avec le monito. La sage-femme qui venait toutes les 2 secondes en disant, vous bougez trop, c'est impossible, on a besoin de mesurer le cœur du bébé. Et il faut qu'il soit stable pour qu'on vous ouvre la salle nature. Ah, c'était la condition, c'était le sésame, quoi, pour rentrer. Ouais. Ok. Donc en fait, c'est un cercle vicieux parce que je bouge trop. Donc, Et je craque. Et je dis à mon mec, tu sais quoi, on s'en fout, piquez-moi. Je me rappelle de cette phrase, dis-lui qu'elle me pique. Qu'elle me pique. Et je devenais hyper agressive alors que je suis pas comme ça. Je disais, mais qu'elle me pique tout de suite, j'en peux plus. Et là, c'est Raph qui est très fort, qui dit non, oublie pas ton projet. Tout ça avec la sage-femme qui nous regarde. Je lui hurle, il n'y a plus de projet. Et la sage-femme pense à ce moment-là, je ne sais pas, je suis sous emprise ou quoi. Elle dit, c'est à la femme de choisir. Écoutez, monsieur, si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Et lui, il lui dit, et là, il a été très fort. Il dit, non, s'il vous plaît, vous sortez, vous me laissez 2 minutes avec elle. Et là, il m'a répété mais vraiment une prière. Il m'a dit, n'oublie pas, là, tu es juste à 3. Viens, on va juste jusqu'à 4. Et à 4, tu te fais piquer. Mais n'oublie pas, tu vas être tellement fière. Et là, vraiment, j'ai toute la voix d'Arnaud qui passe par le prophète Raphaël, qui me répète qu'il faut que je tienne juste un petit peu. Un pas après l'autre. Ouais, et ça a été... Une contraction après l'autre. Mais c'est le plus précieux conseil que j'ai eu, parce qu'en fait, du coup, il y a aussi un truc, je pense, qui s'est calmé en moi. Oui. Et tu redescends, en fait. Ouais, tu redescends, et en fait, même par le souffle, j'avais pas tout fait des cours de respiration, mais je sentais par le souffle que quand j'expirais, ça allait jusqu'à mes pieds. Et vraiment, je voyais le moment où ça touchait la contraction et ça repartait. Donc, ça la calmait 2 secondes et ça repartait. Et la respiration, ça a été mon allié numéro 1. Et à ce moment-là, on est passé à l'étape d'après. Ils nous ont dit le cœur est stable. On va pouvoir ouvrir la salle nature. Sésame, ouvre-toi. Ouverture des portes. Mais vraiment. J'ai Tadam l'impression de rentrer en boîte de nuit après avoir été recalée pendant 10 ans de ma vie et de voir à quoi allait ressembler cette salle nature. Non, désolé, c'est une soirée privée. Non, vous êtes le dress code n'est pas respecté. Non, mais là, oui, c'est enfin, quoi, le Graal. Le Saint Graal. Et alors, cette salle nature, tu t'y sens bien? À ce moment-là, je ne me rappelle plus, ma vision a coupé. D'accord. Donc là, j'ai que les sons. Je me rappelle juste que Raph avait été malin et sur le pas de la porte, avait quand même embarqué n'importe quel sac qu'il avait trouvé. C'était le sac où il y avait tout l'attirail de la salle nature. Ah. Et là, lui a fait sa petite vie. Il a éteint les lumières. Il a mis une guirlande. Ouais. Il a branché l'enceinte. Il a mis une musique. Alors, il a mis quoi comme playlist? Alors finalement, il n'a pas compris que j'avais préparé des playlists. Il a mis dans mes albums likés, il y avait l'album de Vincent Delerme. Ouais. Ah, marrant. Et il venait de sortir un film sur l'amour que j'avais vu enceinte avec Raph, qui avait tout un déclic pour nous. Et c'était l'album Le cœur qui bat, d'ailleurs, il s'appelle. Parfait. De Vincent Delerme.
Et donc, il me l'a mis. Et je me rappelle que là, je suis rentrée dans le bain qui était brûlant. Et je me rappelle que Ah. j'avais chaud et que je disais, mais j'ai trop chaud. Je peux pas, j'ai trop chaud. Il me faut de la. La sage-femme me disait, non, pose-toi, t'as besoin de chaleur. Et là, j'ai eu vraiment 1 heure et demie de transe. De poser, pas un bruit. Contraction que voilà, je naviguais avec mes contractions. Et c'était un silence, enfin, c'était un calme que je n'ai jamais eu. Et je sais pas, avec Raph, on était très connectés. Il savait qu'il fallait plus me parler, qu'il fallait pas me toucher. Mais par contre, j'avais les yeux fermés. Et je me rappelle juste parfois ouvrir les yeux et juste vérifier, exactement comme on est là, qu'il me regardait. Ouais. J'avais besoin de savoir qu'il était là pour me protéger. Et ça a été ça un peu dans une espèce de connexion trop belle. C'était trop beau ce moment-là. Et ensuite, au bout de je ne sais pas combien de temps, 1 heure et demie. Donc en fait, ça faisait que 1 heure et demie. Ouais. J'ai dit à sa femme, ça y est, j'ai fait mon petit amusement. On peut me piquer, c'est bon, j'ai fait le tour. Et je sais pas, elle est trop forte, Caroline. Ah oui, donc toi, t'avais pas lâché l'idée de la péridurale. Ah oui, j'étais vraiment, ça y est, j'ai fait mon palier de minute par minute, Ouais. ma contraction. J'étais pas du tout dans l'après. Et j'ai dit, ça y est, là, je suis arrivée à mon stade max. Est-ce qu'on peut me piquer? Je suis trop fière de moi, j'ai vécu l'expérience. Et donc Caroline me dit, on va sortir de la baignoire. On sort de la baignoire, là, les douleurs reviennent énormément. Je dis, allez, il faut qu'on pique. Elle me dit, oui, t'inquiète. Elle m'allonge sur la table. Et là, je me rappellerai toute ma vie. Elle m'ausculte et elle me dit, eh ben, c'est maintenant. Et là, une panique. Je lui dis, mais comment ça? C'est pas maintenant. Elle me dit, ah si, c'est tout de suite. Et moi, c'est trop bizarre. J'avais tellement touché ce fameux présent et ce fameux lâcher-prise que j'avais oublié que j'étais là parce que j'allais accoucher. Je te jure, j'étais tellement dans un contrôle je contrôle mes contractions que quand elle m'a dit, c'est maintenant, elle est là, elle arrive, pousse. Je n'ai rien compris. Tu pensais pas du tout que tu t'étais dilatée à 10, non, surtout. pour moi, j'ai accouché le lendemain. Je me rappelle qu'elle m'avait dit, vous accoucherez dans les 24 heures. Pour moi, un accouchement, ça dure 12 heures, un premier. Donc pour moi, j'étais là pour... C'est pour ça que je lui ai dit, piquez-moi, parce que ça y est, il est 4 heures du mat. Je vais accoucher dans le matin à 10 heures, c'est bon. Ah ouais. Donc... Alors que ça faisait 1 heure et demie que tu étais dans la baignoire. Ouais. Et que 1 heure et demie après ce bain chaud, t'étais entièrement dilatée. Ouais. Et j'étais à 8. Parce qu'elle m'a dit, pousse. Et moi, encore dans mon contrôle, je dis, non, il faut pousser à 10. Alors que c'est la plus vieille sage-femme de Port-Royal, elle sait. Elle a dit, fais-moi confiance. Et j'ai poussé 2 fois. T'étais dans quelle position? Semi-assise. Ouais. Pas allongée. Ouais. Pas complètement. Sur le dos? Ouais. Ouais, ok. Un peu relevé. Sur le dos, parce que par contre, je me rappelle que mon corps était épuisé. Et alors que j'avais toujours dit que j'accoucherais à 4 pattes, là, il me fallait un socle. Je me rappelle, j'étais fatiguée dans mon corps. Et j'ai poussé 2 fois. Fort. Ouais. Très fort. Et là, c'est à la voix. J'avais les yeux fermés. Ça a été très dur, juste ce passage-là, parce qu'ils ont rallumé les lumières. Ah. Rallumer les lumières, j'avais froid d'un coup, mais en même temps, j'avais chaud. Donc ça a été un peu un petit choc thermique, mais pas le choix pour l'accouchement. Et encore une fois, Raph a été incroyable. Il a eu le réflexe tout de suite. Il m'a mis un bandeau noir sur les yeux. Il m'a dit, reste concentré. Donc j'étais encore dans ma bulle. Ouais. Mais je sentais que ça s'activait autour, que là, des gens commençaient à venir. Mon silence un peu de louve était en train de sortir. Et c'est au cri de Raph que j'ai compris qu'elle était là. Un cri, encore une fois, mon Raph tellement pudique qu'il a, mais hurle, mais tel un forain. Vraiment. Alors, c'était plus le loup-garou. Non. C'était le forain. Il a fait « Waouh, mais bébé, c'est un truc de malade !» Je me rappelle, sur une voix et une intonation, j'avais envie de rire au fond de moi, mais j'étais trop concentrée. Et je dis quoi? Et là, la sage-femme, je lui avais dit que je voulais moi attraper le bébé. Elle me dit « Vous voulez ?» Mais j'étais trop fatiguée. Je lui ai dit « Non. » Faites, là j'avais un truc de... Mais là t'as soulevé ton bandeau pour regarder, ouais. Et en fait, donc le bébé sort, on me la pose sur moi et c'était chaud, c'était tellement bon, mais j'étais dans un état de sidération. Et Raph a filmé ce moment-là et ça se voit, je suis bouche bée, les yeux dans le vide, au loin, et je pense que là c'est mon âme qui revient dans mon corps, je n'étais plus là. J'avais pareil, pas eu ce truc de... Mon bébé, incroyable, la rencontre. J'étais... Non, parce que rien de ce qui se passe ne peut arriver. Rien. Donc, c'est pas possible que tu sois en train de sortir un être humain de ton ventre. Impossible. C'est de la science-fiction. Science-fiction. Je comprends rien. Et pourtant, t'es préparée. Mais je comprends rien à ce qui m'arrive. Ouais, mais... Et je regarde Raph, encore une fois, vraiment la même position que quand on a découvert que c'était une fille. À l'échographie, je le regarde et c'est à travers ses yeux où je découvre ma fille. Je vois ses yeux à lui, mais... dingue d'elle, et il rigole, et je me rappelle lui avoir dit, mais pourquoi tu rigoles?
elle est drôle. Et il m'a dit, mais non, bébé, elle est trop belle, mais c'est fou. Enfin, lui était dans une joie complètement consciente. Et moi, je planais. Et là, j'ai enfin, je me rappellerai toute ma vie, vraiment un slow motion. Hmm. J'ai descendu mes yeux et là, elle a levé sa tête. On s'est regardé et je me suis dit, waouh, elle est là. Et là, ça a été le bouleversement de ma life. Bah oui. T'as vécu le bliss, Francky. Ouais. Je te le dis. Ouais. Un vrai moment de rencontre magique, là. C'était un moment de grâce. De grâce. Un moment suspendu. Ouais. Où plus rien n'existe. Ouais. Même pas le temps. Non. Merveilleux. Et finalement, tu as été au bout de cet accouchement Ouais. physio sans même t'en rendre compte. Et tu as accouché très rapidement. Et très rapidement. Et au final, ça m'a donné mais une confiance en mon instinct, en mon corps, tout a changé. Mon rapport à tout, à la nourriture, au sport, aux excès, tout a changé. Je pense que j'avais une espèce de surcontrôle parce que je ne m'autorisais pas à me faire confiance et à faire confiance à mon instinct. Bah et comme oui. maintenant, j'ai confiance en mon instinct, c'est pas que j'ai plus besoin de contrôler parce que j'écoute mon instinct, donc je fais, j'ai pas besoin de me... C'est ça. Tu sais que ça va aller. Ouais. Comment ça s'est passé les heures, les jours d'après? Donc, tu as été debout très vite ensuite? Oui. Alors, debout, oui. Avec toute ma tête, etc. Par contre, la sensation de pastèque entre les jambes, ça, je savais pas. Enfin, pourtant, j'avais pas eu de points, j'avais rien eu. Ah ouais, pas de déchirure? Non, mais pourtant... Oui, endolorie quand même. Bah ouais. Ouais. Et ça aussi, c'était marrant. Je me rappelle, je disais à mes sœurs, mais vous m'aviez pas dit ça. Et pourtant, elle m'avait dit beaucoup de choses. Mais ça, tu l'oublies parce qu'en fait, tu es tellement heureuse avec ton bébé que tu parles que de ça et t'en oublies ce qui se passe dans ton corps. Mais j'ai eu 24 heures, je me rappelle, de joie, de bliss, je pense, qui continuait. Et 24 heures après, j'ai eu un blues quand j'ai vu mon beau-frère avec sa femme qui est venue. Ils sont venus, ils n'ont pas d'enfants. Et quand je leur ai dit, vous faites quoi après? Ils m'ont dit, bah là, on ne sait pas, on hésite, un ciné ou un verre. Et j'ai eu un truc de, oh là là, ils vont retourner dans la vie réelle et moi, je suis là. Tu as pris conscience que tu avais basculé Ouais. dans le monde où l'insouciance n'a plus sa place et où les responsabilités te tombent dessus, quoi. Tu étais en pleine redescente d'hormones. Donc, tu t'es fait un petit baby blues. Mais qui a duré quand même. Moi, mon baby blues, il a duré... Arnaud, justement, après, quand je suis sortie de l'hôpital, Arnaud est venu à la maison. J'ai l'impression que, pareil, mon Dieu arrivait à la maison tellement que j'étais rassurée de le voir. Et puis, t'es à l'aise et il rigolait, il prenait le bébé en 2 secondes. Ça, c'était génial. Mais je me rappelle, je lui disais, tu sais que là, je suis en dépression postpartum? Et qui me disait, non, Francky, c'est pas... J'ai dit, si, j'avais un besoin qu'on s'occupe de moi. J'ai dit, si, il faut me prendre en main, là. Je suis hyper angoissée, je pleure tout le temps, faut qu'on s'occupe de moi. Et il faisait que me dire, et non, ma belle, tu n'es pas en dépression postpartum. Et en fait, j'ai eu besoin, au bout de 5 jours, j'ai fait venir une énergéticienne à la maison qui m'a fait un soin où elle s'est occupée de moi comme on s'occupe d'un bébé. Enfin, tu sais, elle m'a fait ce fameux... les draps. Rebozo? Ouais. Le soin Rebozo? Ah, génial. Elle m'a enveloppée et j'ai eu un soin. Elle m'a donné je me rappelle des amandes chaudes avec du miel chaud. J'ai vraiment eu un sentiment de genre, je m'occupe de toi. Et j'ai pleuré, mais j'ai tout lâché comme un gros bébé. Et en fait, pendant 1 mois, j'avais envie qu'on s'occupe de moi. Et j'étais en boucle en me disant, mais comment toutes les femmes passent par là et comment mes sœurs ont vécu ça. Et là, pour le coup, mes sœurs ont été d'une aide précieuse de leur écrire, de leur dire, mais c'est normal que tous les soirs avant de dormir, j'ai l'angoisse de dormir parce que je sais que je vais être réveillée. Et en même temps, je suis tellement heureuse quand je me réveille la nuit et que je la vois, je comprends. Tout est chamboulé. Mais c'est vrai que les soirées, les couchers ont plus du tout la même gueule, quoi. Plus du tout. Et en même temps, c'est pour ça que j'étais dans un dilemme constant. C'est que Frida était vraiment facile. Elle pleurait pas, elle acceptait d'être posée dans son lit. Enfin, je la trouvais très libre et indépendante. Je faisais que dire merci. Merci d'être ce bébé-là. Et mon mec avait aménagé. Pourtant, j'avais tout contrôlé, mais j'avais pas contrôlé le retour à la maison. Et quand on est rentré, on a une maison qui n'a aucun sens. Il n'y a pas de fenêtre, c'est un loft. Enfin, je veux dire, c'est... Donc, en fait, on avait une chambre superposée à elle. Moi, je pensais qu'elle allait dormir dans sa chambre et nous dans notre chambre. Enfin, et d'un coup, le soir, mais vraiment, quand je dis, mais à quelle heure on la couche? On fait quoi, en fait? Qui sommes-nous? Et où allons-nous dormir? Et elle va dormir où? Parce qu'on avait un grand lit à barreaux. Mais... Ah, vous aviez pas de rien. petits couffins ou de berceaux? Non. Ah ouais, marrant. On s'était mis en tête. Je sais pas, Raph avait fait une obsession en me disant, on va pas acheter 4 lits pour un bébé.
Mais tu voulais dormir avec elle? Tu Non, l'allaitais ou pas, Frida? non, Tu l'as jamais allaitée? non, parce que je Ok. voulais que Raph fasse comme moi. Ouais. Donc, t'avais pas du tout prévu un genre de cododo, un lit cododo pour dormir avec Non, elle? Non. j'avais par chance une amie de mon cousin qui m'a félicité alors que je la connais pas ce jour-là. Et il m'a dit d'ailleurs, il y a ce lit pharmacie qui passe Ah oui. depuis mon grand-père. Il est parti l'acheter dans l'usine des lits pharmacie à l'époque et on se le passe dans ma famille, mais je la connais même pas. Et Ah, elle m'a dit si tu mignonne. veux, je peux Tu te le parles prêter. des berceaux transparents Ouais, à roulettes, là, ouais. bah, qu'on a à la maternité Qui aussi, est qu'on a extraordinaire, avec qui les est génial. Ouais. la meilleure chose au monde. Et je comprenais pas pourquoi, parce qu'on me disait, mais c'est trop bien, tu pourras te balader dans ta maison avec ton bébé. Je disais, mais pourquoi vous voulez que je me balade avec un lit dans ma maison? Je comprenais rien des raisons. Et j'avais Hmm. besoin, je pense aussi, de tester pour me faire mes preuves. Pour celles que ça pourrait intéresser, normalement, ça se loue en Oui, pharmacie, ces petits berceaux transparents. mais prévoyez-le à l'avance. Parce Ouais. qu'en fait, moi, on m'en a parlé le jour de la sortie de la maternité. J'ai appelé genre 5 pharmacies Mm. et il n'y en avait plus. Parce que c'était sur commande et ça Eh oui. se loue, c'est 10 € la semaine. Et Et c'est vrai que pour les premières semaines, c'est assez génial. ouais, mois et demi, le premier mois et demi, elle a dormi dans ça et c'était génial. Ah, trop Et en bien. fait, de voir, c'est bête, mais le fait que ce soit transparent Bah ouais, et on se rend pas compte, mais c'est des micro-mouvements que tu as à faire en moins. bien C'est qu'en fait, sûr. au lieu de te réveiller la nuit et te lever, juste tu checkes, t'ouvres l'œil et à travers, tu vois que tout se passe bien. Oui, puis tu peux l'incliner. Ouais, Non, et puis tu peux l'avoir à côté de toi c'est partout, génial, quoi. moi, c'était Ouais. mon tote bag. Ouais, c'est ça. Je me baladais dans l'appart avec. Et alors aujourd'hui, Frida, elle n'a que 5 mois, hein, Oui, donc t'es encore en postpartum, Francky. ouais. Comment ça va? J'ai repris le travail à 2 mois postpartum. J'étais de retour en casting. J'étais de retour aussi au bureau, etc., à écrire. J'avais des rendus de scénarios, etc. J'ai très vite repris. J'avais besoin de ça. Mhm, J'avais besoin de me prouver que ma vie n'allait pas trop changer. mhm. Et comme rien ne se passe jamais comme prévu dans ma vie, Oh, dans la vie en général, hein. je pense que tu as raison. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on m'avait dit. Ah, Et ça, bah, ça fait du bien, je pense, tant à entendre. mieux, bien sûr. Et mais C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pensais qui serait difficile, qui finalement ne l'est pas tant que les ça? nuits, Les nuits, elle ouais. dort depuis qu'elle a 1 mois et demi. Ah ouais? Ouais, mais pareil, ça a été un moment d'instinct où il y a eu un moment où je me suis dit, je sens qu'elle peut tenir. Et donc, il y a une nuit où je me suis dit, bah, quand elle voudra son biberon, elle l'avait déjà bien grossi, c'était un gros bébé. Mhm. J'avais vu un ostéopathe qui est extraordinaire, qui Ah, s'appelle Olivier Darmon, qui est ma passion. Et en fait, je pense que là où il est très fort, il y a 50% qui est de son talent et 50% où il rassure les mamans. mhm. Et il m'a tellement dit, vous êtes formidable, Frida est formidable. Il faisait comme dire, elle est incroyable, elle est forte, elle va bien. Il m'a enlevé j'avais confiance en elle. Il m'a donné confiance en mon bébé. Mhm. Et c'est lui qui m'a dit, bah là, oui, elle a le poids nécessaire pour faire ses nuits. Elle a même, tu peux la laisser dormir si tu as besoin dans sa chambre, tout va bien se passer. Ouais. Et en fait, de retrouver un peu ma vie comme ça, de pouvoir retourner dans ma chambre. Donc d'abord, il y a eu Sans l'étape elle, ouais, ouais. d'être sans elle. Il y a eu l'étape de cette fameuse nuit où je me suis dit, bon, bah, elle va réclamer le biberon, je vais lui parler, je vais lui mettre la tétine, on va parler. Et donc, du coup, elle a très vite compris. Et je sais pas, il y a une espèce de communication qui est rentrée entre nous où je lui fais extrêmement confiance Mhm. à ce bébé. Psychologiquement, comment ton état a évolué? Donc le premier mois, Dur. beaucoup de larmes, de tristesse, De mais solitude. de solitude. Alors que j'étais très entourée. Hein. Bah ouais. Mais je me sentais seule. Et il y a certaines femmes qui m'ont aidée. Raphaël Othman, qui est une ostéopathe spécialisée, qui m'avait aussi, avant de tomber enceinte, fait des soins pour activer Mhm. le corps pour ovuler mieux. Et donc, elle m'avait vachement suivie aussi pendant la grossesse. Quand je lui parlais, je lui disais, putain, mais je trouve ça dur parfois. Et elle m'avait dit, je me rappelle, mais ne cherche pas à être parfaite. Une maman parfaite, ça n'existe pas. C'est très sain d'être imparfaite. Mhm. Et quand elle m'a dit ça, pareil, j'ai eu une espèce de soulagement. Et quand j'avais des décisions à prendre, notamment les sevrages de biberons, etc., je faisais que dire à Raph, eh ben, on essaye. Et au pire, on se trompe. Et de toute façon, on va faire que se tromper dans notre vie. Mhm. Donc, on n'a pas le choix. Et en fait, tout cet état-là m'a aidé, même psychologiquement, Ouais. à lâcher. Ouais. En me disant, on ne sait pas, de toute façon, Mhm. on fait du mieux. Et C'est ça. Chacune fait comme elle peut. Ouais. Et puis, tu tâtonnes, Ouais. tu testes des trucs. C'est une danse C'est vraiment ça. à trois, de toute façon, avec le coparent, le bébé, bon, et puis on s'apprivoise aussi. N'oublions pas qu'elle n'a que 5 mois. Oui. Et alors, votre couple avec Raph, votre couple qui se connaît tellement par cœur, qui a tellement grandi l'un avec l'autre, c'est comment de vous découvrir parents, là, de passer cette étape ensemble?
C'est bouleversant. Moi, ça m'a bouleversée de le découvrir père. Mmh. Et d'ailleurs, les premières semaines, la raison pour laquelle je pleurais, c'était ça. Dès que je le voyais, ce qui est compliqué vu qu'il était à la Ah maison ouais. tout le temps, dès que je le voyais avec Frida dans les bras, je m'effondrais. Ah ouais. C'était donc de le découvrir papa, ça m'a vachement touchée. Euh, Il y a eu des petits honnêtement, on sait jamais, on n'a jamais eu les engueulades de nuit ou de manque de Mmh. patience. Ah non, il a une patience en or, moi aussi. C'était pas là. Il y a des ajustements Mmh. à faire. Bah ouais. C'est-à-dire que même, on a toute notre vie, on est vraiment, on a une obsession d'égalité, d'être à 50-50 dans tout, si ce n'est qu'il avait même beaucoup plus de charge mentale que moi avant l'arrivée du bébé, etc. Mmh. Et on s'est rendu compte, avec l'arrivée de Frida, qu'en fait, il y a des choses, mais intrinsèques dans nos éducations, dans notre héritage, dans tout, qui fait que j'ai des réflexes Mmh. qu'il n'a pas et on se bat au quotidien, lui comme moi. C'est-à-dire que même lui, il lutte en me disant putain, mais tu vois, ça faut que je m'en rende compte, ça faut que je le fasse avant. Mmh. Mais c'est fou cette chose-là. J'avais pas encore la réponse, c'est instauré. Mais voilà, on communique Bon, pour ça, que. c'est le principal. Ouais, vous le verbalisez Ouais, et vachement. vous vous en rendez compte. Vachement. Et alors, tu as présenté Frida à ta grand-mère. Du Ouais, coup, c'était tu as fou. pu vivre cette rencontre-là de C'était générations dingue. tellement lointaines et qui pourtant 100 ans d'écart, pile. Eh, c'est ça, 100 ans Ouais. d'écart. Un siècle les sépare. Elle disait toujours, je vais essayer de tenir pour rencontrer ta fille. Et d'ailleurs, je lui avais annoncé à elle en premier que j'étais enceinte, parce que je pensais qu'à ce moment-là, elle était à l'hôpital, je pensais qu'elle allait partir. Donc, je m'étais dit, bon, moi, Mm. je l'aurais dit avant de mourir. Je lui ai toujours tout dit avant, donc le prénom aussi. Ouais. Je l'avais dit à personne, sauf à ma grand-mère, parce que j'étais persuadée d'avoir entendu une fois qu'il y avait une Frida importante dans sa vie. Et comme elle perd la tête, elle m'a dit, ah oui, je crois, une cousine, je suis pas sûre. Et puis la fois d'après, elle me dit, non, je connais pas. Et puis, elle changeait d'avis à chaque fois dessus. Mm. Et nous, on voulait un prénom significatif, donc qui a vraiment une histoire juive. On a décidé donc de l'appeler comme ça parce qu'à un moment, on a réalisé que c'était un prénom qui était donné vachement à l'époque aux juifs polonais. D'accord. C'est un prénom allemand, Frida, Ouais. et qui était donné vachement aux juifs polonais. Et donc on s'est dit, ah bah c'est un prénom qui a disparu, parce que beaucoup de juifs polonais sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on choisit ce prénom. Et pendant le documentaire que je fais Mhm. récemment, les documentaristes et réalisateurs me donnent une cassette de ma grand-mère. Et c'est une interview que ma grand-mère a donnée il y a 30 ans, un peu moins. Parce qu'en gros, elle dit, j'ai une petite fille qui vient de naître qui s'appelle Frankie, elle a 10 mois. Ok. Donc c'est en 94. Ouais. Et elle raconte la fameuse marche de la mort. Quand ils sortaient des camps, quand c'était la fin de la guerre, où les Américains arrivaient, donc du coup, Ouais. pour enlever les traces des Juifs dans les camps, tous les Allemands, les soldats, ont emmené les Juifs dans une longue marche qui a duré des kilomètres. Et c'était là où, en fait, où il y a eu l'hécatombe, parce qu'ils étaient à bout de force et ils marchaient dans la neige, pieds nus, Eh sans oui, rien. d'accord. C'était Ouais. bon, la fin du monde. Et ma grand-mère a échappé la marche de la mort. À un moment où il y a eu des bombardements, du coup, elle a profité de Elle a l'inattention. pu sortir Elle est sortie du de la cortège, file. quoi. Ouais. Et elle dit, et mon binôme pendant cette marche, celle qui m'a accompagnée, s'appelait Frida. Et c'était Frida la Belge. Mais rien que de te le dire, tout Mon arrive Dieu. pour des bonnes raisons. Et en fait, je ne sais pas à quel endroit ça se place dans mon inconscient. Si elle m'en avait déjà parlé il y a des années ou si c'est dans mon sang. C'est fou. C'est fou parce que ma fille, je sais tellement qu'elle porte quelque chose de ma grand-mère. Je le sais. Bah Je ne ouais. peux pas t'expliquer. Et là, je me suis dit, mais en fait, tout est là. Waouh, bah dis donc, cette petite Frida, Elle porte beaucoup. Ah oui, dis donc, c'est l'héritage Mm. de tout ça. C'est génial. La boucle est bouclée, là. Et Raph, d'ailleurs, a lui aussi, je pense qu'il s'est modifié dès la grossesse, sans même s'en rendre compte. Et il a une espèce d'obsession une envie créatrice. Donc, peut-être me voir créer, il avait envie de créer. Et il s'est mis à filmer le dernier mois de grossesse. Ouais. Il a filmé l'accouchement. Et il a filmé la première semaine de Frida où j'étais en full baby blues. Et quand on a un peu sorti des premiers mois, il m'a dit, ah bah tiens, j'aimerais bien le faire monter. Et donc il l'a fait monter. Et puis après il m'a dit, bah tiens, en fait je veux aussi faire un montage son. Et puis là, on l'a envoyé finalement à des producteurs. Et c'est un court-métrage, c'est un court documentaire de 10 minutes. Et finalement, on a eu des super beaux retours. Et donc, du coup, on va l'envoyer en festival. Et en fait, Mais Raph aura génial. fait sa création à lui C'est trop de bien. père. Ça s'appelle Toutes nos premières fois. Magnifique. Ah bah écoute, j'ai hâte Je l'enverrai. de voir ça. Merci infiniment, Merci à Francky, toi. pour ce témoignage, ce beau témoignage tellement réjouissant, galvanisant, inspirant.
et rassurant. On embrasse évidemment Raph, Oui. Frida et ta grand-mère chérie, Oui. tes sœurs, tes parents, Oui. toutes celles et ceux qui t'entourent. Et puis, belle vie à vous, là. Merci. Profite de chaque instant Merci. que tout continue d'aller bien. Et puis, on se tient au courant. La Oui. suite. Merci, Francky. Merci à Ciao. toi.